Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Aïda Oulad Edar, je suis conseillère pédagogique à l'Université du Québec à Rimouski et je suis aussi membre du GRIP, le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique du réseau de l'Université du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui portera sur l'apprentissage collaboratif en ligne, international et interculturel. Alors, je suis accompagnée de nos deux conférenciers, Maxime Blanchette et Bruno-Philippe Richard, qui proposeront dans un premier temps d'explorer une interprétation singulière attribuée à l'approche d'internationalisation anglophone connue sous l'acronyme COIL pour Collaborative Online International Learning. Et dans un deuxième temps, le professeur Blanchette partagera son expérience de la préparation et de la réalisation d'une activité à clic. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Maxime et Bruno Philippe. Et je prends quelques secondes pour vous les présenter. Alors, Maxime Blanchette est travailleur social et professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Engagé dans des approches pédagogiques innovantes, il a récemment piloté un projet de cours synchrone entre Tahiti et le Québec, visant à développer des compétences interculturelles chez les personnes étudiantes. Parallèlement à son engagement en enseignement, ses recherches portent sur des compétences des intervenants auprès de la diversité sexuelle et de genre, en vue de rendre les services sociaux et de santé plus inclusifs et adaptés aux besoins des communautés concernées. Comme chercheur et clinicien, il s'intéresse aux liens entre la consommation de substances, la sexualité et la santé mentale, ainsi qu'au développement de pratiques d'intervention novatrices. Bruno Philippe Richard est détenteur d'un baccalauréat en études internationales et d'une maîtrise en éducation. Il possède près de 15 ans d'expérience significative en enseignement, notamment au secondaire et à la formation générale adulte. Il œuvre dans le milieu universitaire comme professionnel et chargé de cours depuis 2016. Il a également travaillé dans le monde politique actif pour une courte période. Passionné de la nature, du plein air, de la découverte des voyages et des échanges culturels, il concentre principalement sa pratique de conseiller pédagogique universitaire sur les principes liés à l'éducation universelle, de l'enseignement à l'inclusion et à la valorisation des réalités et des perspectives autochtones, ainsi qu'à l'internationalisation de l'éducation. Maxime et Bruno Philippe, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant de vous céder la parole, je souhaite simplement informer celles et ceux qui nous écoutent en ce moment euh, qu'en mode webinaire, vos caméras et micros sont fermés, sont désactivés. Mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à lever la main et on s'occupera d'ouvrir vos micros pour poser vos questions. Maxime et Philippe, nous avons hâte de vous entendre. Alors, à vous la parole et bon webinaire à tous et à toutes. Merci beaucoup, Aïda. Ben, merci pour cette belle présentation. C'est toujours intéressant de se faire lire un peu nos, nos pédigrés. Merci pour cette présentation. J'en profiterai aussi pour saluer certains de nos collègues de l'UQAT que je vois qui sont dans la salle. Entre autres, je nommerai quand même Pedro et Prouné qui sont présents. Donc, on espère que cette présentation vous inspirera. Et je salue également des collègues qui sont également d'autres institutions. Là. Je vois René et autres personnes. Donc, merci pour votre présence à tous et à toutes. Sans plus tarder, je vais partager mon écran, si vous permettez bien. Et puis, on va pouvoir entamer immédiatement la présentation. Donc, simplement, Maxime, Aïda, juste me confirmer que vous voyez bien mon écran partagé, que tout est fonctionnel. Oui, on le voit bien. Superbe. Sans plus tarder, nous allons effectivement vous présenter ce midi un atelier qui se présentera en deux temps. En fait, dans un premier temps, on va peut-être démystifier, contextualiser et définir ce qu'est la clique. Donc, c'est quand même un terme que nous avons peut-être un peu inventé, transformé à l'UQAT. En fait, je vais vous mettre en contexte d'où vient cet acronyme et d'où vient le choix de cette sémantique. Après ça, évidemment, on est toujours tout à fait humble et ouvert à en discuter. Mais comme je vais vous montrer dans la présentation, nous n'avions pas d'équivalent francophone de l'approche que nous tentions, que nous désirions mettre en place. Alors, nous avons fait une petite proposition que nous vous présenterons aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, nous allons y aller avec une présentation du professeur Blanchette, Maxime, qui va vraiment vous parler expérientiellement, dans le fond, de son expérience finalement vécue avec
tarder, allons-y. Donc, dans un premier temps, peut-être vous faire une petite mise en garde. Nous ne sommes pas dans une présentation qui, à proprement parler, prétend en fait vous présenter une innovation pédagogique. Loin de là, en fait, hein, c'est vraiment, comme je l'ai dit en entrée de jeu, c'est vraiment une interprétation qu'on vous propose, une interprétation qui est un peu libre, en fait, d'une approche anglophone qui a été popularisée, hein, l'approche COIL, Collaborative Online International Learning, qui a été popularisée au tournant des années 2000, particulièrement par John Robin, qui était directeur de State University of New York, donc l'Université d'État de New York, et qui, au tournant des années 2000, a vraiment élaboré un processus finalement de collaboration et de mobilité virtuelle internationale entre des universités partenaires américaines, européennes, etc. Donc, euh, notre objectif aujourd'hui n'est pas de conceptualiser ce qu'est le COIL à proprement parler, mais de vous offrir une interprétation UCATienne d'une approche qui a plus de 20 ans, on en convient, mais qui nous semble toujours d'actualité et qui a le mérite, en fait, d'être partagée encore une fois. Et c'est une approche quand même qui est très populaire au niveau anglo-saxon, particulièrement au niveau américain, un peu moins au Canada et encore moins au Québec. On n'a pas fait une recension complète des écrits, évidemment, mais on a fait plusieurs lectures sur le COIL. Il y en a d'innombrables lectures, en fait, là, plus récentes et plus anciennes là, dans les 20 dernières années, mais il se produit toujours là, annuellement quand même un lot d'écrits sur la question. Et il y en a quand même très peu qui concernent les activités au Québec, les universités québécoises, entre autres choses. Donc, ça nous a quand même donné une envie, justement, de vous le présenter encore une fois aujourd'hui. Dans les exemples canadiens, par contre, qui pourraient peut-être vous intéresser, on a des exemples à Sault-Sainte-Marie, donc une université ontarienne qui est pas très loin d'ici, qui a un écrit là, de 2021 ou de 2022, je me rappelle bien, qui faisait état quand même d'un exercice similaire. Ce qui ne veut pas dire que puisqu'il y a peu de publications, qu'il n'y a pas nécessairement de pratique de cette nature, mais en fait, il y a peu d'écrits certainement qui concernent le Québec à ce sujet-là. Donc là, si on était en présence, ou c'est-à-dire si on était en mode non webinaire, j'aurais envie de vous demander, mais peut-être que je peux le faire à main levée parmi vous. Y en a-t-il qui connaissent le COIL? Premièrement, est-ce que vous connaissez ce qu'est le COIL? Première question, peut-être d'emblée. Et je ne sais pas si vous êtes capable d'utiliser l'option main levée. Maxime, peux-tu m'indiquer si on voit les mains levées? Je On ne n'arrive pas. voit pas de main. Peut-être Ah, que d'accord. les gens peuvent l'inscrire dans le module Q&R. C'est ma Parfait. suggestion. Comme ça, ils vont pouvoir l'écrire directement. Donc, s'il n'y a pas de main, on peut peut-être conclure que vous n'avez pas nécessairement entendu parler de la pratique ou de l'approche. Donc, la deuxième question sous-jacente était la suivante, si vous connaissez un peu ce qu'est le COIL, avez-vous déjà eu l'occasion d'en mettre en pratique une activité COIL? Je présume que si la première question répondait à la négative, la deuxième l'est forcément également. Donc, vous m'indiquez ici dans le QR, Marie-Ève et Maxime, s'il y a des réponses. Il n'y a aucune réponse. Bon, alors Peut-être nous que les prenons gens ça. sont en train d'écrire, mais pour le moment, il n'y a rien. D'accord, ben alors c'est parfait, hein? Vous êtes un public tout à fait cible pour l'atelier si vous n'êtes pas au fait, premièrement, de l'approche qui est le call. Donc c'est parfait. Donc avant d'aller plus loin sur ce qu'est l'approche, on va juste faire un petit retour, un petit contextualisation sur l'Université québécoise, excusez-moi, sur l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, donc l'UQAP. Un peu une contextualisation de notre réalité régionale et du pourquoi en fait de notre réflexion et mobilité virtuelle. Donc, dans un premier temps, ben, vous le savez, on est une petite université de région. Petite, bon, disons autour de 7 000 à 7 500 étudiants. Bon, c'est variable avec la proportion également d'étudiants à distance. Euh, je mets quelques petites images, évidemment, du territoire témiscabitibien. Ben, en fait, évidemment, la forêt boréale, le réseau hydrique qui est très, très important, et également quelques municipalités d'une trentaine de mille d'habitants sont les plus... Val-d'Or et Rouyn-Noranda sont les municipalités les plus importantes. Pourquoi je le contextualise comme ça? Bien évidemment, dans l'approche COIL et dans l'approche de mobilité virtuelle, évidemment, la notion de territoire nous semble très, très importante pour l'échange culturel entre les étudiants. Donc, d'emblée, je prends la peine de vous montrer un peu le territoire.
Université régionale de petite taille, comme je le disais, cohorte de petite taille, donc c'est un élément très important que Maxime me rappelait aussi en préparation de l'atelier, c'est-à-dire que le genre d'activité de mobilité virtuelle qu'on vous propose ou qu'on vous élabore ce midi, bien évidemment, peut-être qu'il est un peu moins susceptible de réussite dans des grosses cohortes de première année d'université, dans des grosses universités. C'est sûr qu'une activité comme celle-là, dans un encadrement de 60 étudiants, serait probablement plus difficile. Donc, on a une réalité quand même de groupe restreint, là, d'une vingtaine d'étudiants normalement, plus ou moins, rarement plus dans nos cohortes. On a des personnes étudiantes au profil très varié, donc beaucoup d'étudiants de première génération, donc qui proviennent de familles qui n'ont pas été à l'université, donc des étudiants de première génération universitaire, beaucoup d'étudiants parents, donc à la fois qui doivent concilier la vie de famille et la vie étudiante, et beaucoup d'étudiants aussi en retour aux études. Donc, qui ont, par exemple, expérimenté le marché du travail auparavant. Cette contextualisation-là est importante également pour dire que, en fait, il y a peu d'étudiants UQATiens qui vont expérimenter finalement des stages ou des expériences d'études, des séjours d'études à l'international. Donc, on a vraiment un déficit étudiants internationaux entrants versus étudiants UQATiens sortant vers des séjours internationaux qui est déficitaire. C'est une réalité, par contre, qui est observable partout en province, hein, et même au Canada. Dans le fond, la mobilité étudiante est souvent déficitaire dans une université et c'est peut-être encore plus flagrant chez nous en région. Ensuite, notre idée coïncide aussi avec des orientations gouvernementales et fédérales et provinciales qui ont démarré autour de 2019-2020. Donc, il y a des programmes gouvernementaux qui misaient davantage finalement sur l'internationalisation des étudiants et qui ont fait bénéficier aussi des universités québécoises. Et d'ailleurs, le réseau UQ, si je me rappelle bien, à partir de 2019 ou 2020, vous avez offert du soutien au bureau d'internationalisation. Donc, Marie-Ève, me dédire, mais si je me rappelle bien aussi, le réseau UQ a commencé à offrir aussi à cette même période du soutien à l'internationalisation aux institutions. Donc, c'est dans cette mouvance-là, 2019-2020, que chez nous est né notre bureau international que nous n'avions pas par le passé. Donc, il y avait évidemment des mobilités d'enseignants, d'étudiants internationaux, mais il n'y avait pas de bureau concret d'internationalisation, ce que la plupart des autres institutions vous avez depuis des décennies. Alors, nous, c'était à partir de 2019-2020. Et notre premier plan d'internationalisation, en fait, est apparu en 2021. Donc, face à ces premiers constats-là, en fait, en discussion justement avec UQAT International, il y avait une difficulté réelle de mobilité physique vers l'international, l'idée d'une mobilité virtuelle c'est quand même établi, c'est quand même est apparu en fait dans les discussions. Et cette idée, évidemment, est toujours soutenue par la volonté d'expériences multiculturelles, interculturelles chez nos étudiants et comment les favoriser. Donc, si on n'arrive pas, malgré des programmes de soutien, à faire déplacer nombre de nos étudiants à l'étranger, peut-être est-il possible, avec les nouvelles technologies et évidemment le contexte pandémique qu'on n'a plus envie de parler, mais à cette époque, le contexte pandémique, le contexte post-pandémique, peut-être est-il possible d'envisager une mobilité virtuelle de nos étudiants avec des universités partenaires qui pourraient permettre, à tout le moins, un éveil à la sensibilité interculturelle chez nos étudiants et une collaboration entre enseignants également, entre institutions. Donc, c'était peut-être notre première prémisse de réflexion. Euh, mais on se demandait, évidemment, en faisant le tour des écrits, mais de quelle mobilité virtuelle parle-t-on? Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de vocables, différents vocables qui étaient utilisés. Donc, par exemple, on va aller très, très vite là-dessus. Évidemment, le but, c'est pas de passer passer en détail chacune la sémantique en fait de chacun des vocables utilisés. Mais on peut lire dans les écrits, par exemple, les activités internationales numériques, qui sont très larges, hein, évidemment, comme le terme existe. Comme le terme le propose. On peut évidemment lire aussi la e-mobilité ou l'éducation transfrontalière à distance. En fait, en quelques mots, l'éducation transfrontalière à distance, c'est cette idée, c'est beaucoup vu en contexte européen. C'est cette idée, en fait, qu'un étudiant d'une université X irait suivre un cours à distance dans une université Y, donc en s'inscrivant directement à même l'université Y ou par un partenariat registraire d'échange étudiant, mais à distance, virtuel. On comprendra bien que c'est l'étudiant ou les étudiants qui feront partie d'une autre cohorte, mais qu'il n'y a pas
outre le partenariat de registraire et d'inscription, il n'y a pas nécessairement d'arrimage pédagogique ou d'activité d'accueil. En tout cas, l'activité d'accueil de cet étudiant-là est prise en compte uniquement par l'université partenaire, dans laquelle l'université d'envoi ne joue pas de rôle. Donc, ce modèle-là nous intéressait moins parce qu'on voulait quand même un encadrement, puis une réflexion qui serait mutuelle, en fait, entre les deux et de co-construction entre les deux institutions. Il y a également le terme internationalisation at home, qui est aussi très vu en Europe et aussi en Asie. Il y a aussi Globally Network Learning, ou en français, l'apprentissage en réseau mondialisé. Et tous ces termes-là, pour nous, étaient un petit peu trop, justement, englobants. En fait, ils concernaient effectivement les activités, euh, les activités d'apprentissage virtuel international, mais ne présentaient pas de modèle précis d'une mise en application. Donc, c'était un peu trop, pour nous, un peu trop, de temps à la recherche, finalement, non pas d'une recette, mais certainement de clés qui nous permettraient de le développer, de le mettre en application assez rapidement. Ce qui nous ramène au COIL. Euh, et en fait, euh, le COIL, nous n'avons pas trouvé dans la littérature de traduction qui nous paraissait, disons, convenable pour ce que nous voulions en faire, de traduction littérale française. Euh, il y a un prof de l'université de l'UDM, puis il faut absolument le mentionner, donc M. Bégin-Cahouette, qui a proposé comme traduction du COIL le milieu d'apprentissage en réseau international. Et la définition qu'il donne, donc le MARI, le milieu d'apprentissage en réseau international, consiste en la co-création par des enseignants de différents pays d'un espace numérique d'apprentissage expérientiel, internationalisé, à l'intérieur duquel les étudiants collaborent à des projets communs tout en réalisant les apprentissages prévus au cours, examine les contenus à travers une perspective planétaire, tout en étant plus sensible au contexte géographique, linguistique et culturel. Les travaux de M. Bégin-Cahouette et de ses collègues concernent davantage les études collégiales. Donc, la plupart de ces écrits, surtout ceux de 2015-2022, sont beaucoup, en fait, sont vraiment centrés sur les approches collégiales au Québec. Et pour nous, cette définition-là était quand même très intéressante. Là. On a vraiment parti de cette définition-là. Mais par contre, on trouvait qu'il y avait certaines précisions qu'on désirait apporter, entre autres l'idée d'espace numérique d'apprentissage expérientiel. Pour nous, on voulait encore plutôt cantonner davantage et surtout le contextualiser en contexte universitaire. Euh, donc, la proposition que nous faisons de l'apprentissage collaboratif en ligne international et interculturel, donc la traduction qu'on propose du COIL, est la suivante. La CLIC se veut une approche favorisant l'interaction entre des étudiants d'universités de territoires distincts, permettant le développement des compétences interculturelles et numériques, tout en travaillant à la collaboration sur des tâches ou des activités d'apprentissage spécifiques, à une matière commune ou complémentaire, et ce, sous l'encadrement des enseignants universitaires responsables des groupes impliqués. Donc, cette définition-là est largement inspirée à la fois des travaux de John Robin de State University of New York et évidemment des travaux aussi de Bégin Cahouette ici même au Québec au niveau collégial. Après ça, on pourrait avoir aussi évidemment avec vous la discussion un peu sémantique. Là. Donc, certains nous ont fait remarquer à juste titre que peut-être que c'était un pléonasme hein, d'avoir international et interculturel. Donc, forcément, une approche internationale se veut interculturelle. Absolument, nous sommes ouverts à cette. Pour nous, c'était aussi peut-être une figure de style, donc une figure de style emphatique, hein, de mettre de l'avant que la compétence interculturelle ou la sensibilité interculturelle était absolument au cœur même de l'approche. Euh, donc, nous serons ouverts évidemment à discuter avec vous. Là, c'est certainement pas un terme qui a été consacré, homologué, quoi que ce soit. Me permets-tu de réagir là-dessus? Ben certainement, toujours la réaction si tu veux, mon cher. International puis interculturel, ça veut pas dire que ça va de pair parce que on a bien beau faire un cours synchrone avec deux pays différents, ça veut pas dire qu'il va avoir une approche qui va être interculturelle, puis on peut devenir menaçant, tu sais, on peut devenir menaçant pour l'autre pays, pour les autres étudiants aussi. Fait que je pense que c'est bien de faire cette emphase-là sur l'interculturel parce que un n'est pas nécessairement l'autre. Tout à fait. Absolument. Merci beaucoup, Maxime, pour la précision. Je suis absolument d'accord avec toi.
Alors, je reviens maintenant, comme on dirait si on était dans notre cuisine, mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Finalement, la clique, donc plus précisément, puis là, vous comprenez qu'on s'en va en entonnoir pour aller dans une précision accentuée, évidemment, de ce que c'est. Donc, euh, de ce fait, pour nous, la clique comporte trois clés de collaboration, si on veut. D'abord, une collaboration entre les enseignants universitaires de territoires distincts qui vont être impliqués à la fois dans la planification, mais aussi le déploiement. Là, quand on emploie déploiement, je vais vous dire un peu, mais de pratiques pédagogiques communes. Euh, Ensuite, dans un deuxième temps, entre évidemment les étudiants des territoires distincts, donc qui sont appelés à collaborer dans une activité d'apprentissage, au moins une activité d'apprentissage, et normalement aussi, ce qu'on souhaiterait, c'est que toute la démarche peut être supportée par soit les services de pédagogie universitaire et d'internationalisation ou d'international des universités partenaires. Donc, peut-être en trois temps, trois acteurs clés. Évidemment, au cœur de la démarche des enseignants et des étudiants, et ensuite les bureaux en soutien ou les services en soutien. Peut-être si on modélise là, rapidement un peu de quoi aurait l'air finalement la clique, ben, vous avez une institution A, une institution B, l'enseignant évidemment au cœur de la démarche, et entre les deux enseignants, il y a évidemment toute la collaboration, la co-construction, le co-enseignement possible. On y reviendra, le co-enseignement n'est pas nécessairement obligatoire, mais peut être possible. Et là, le degré d'intégration finalement de l'approche variera euh, d'une expérience à l'autre. Et vous allez voir tout à l'heure avec Maxime, on a un degré d'intégration très élevé de l'approche, mais c'est pas toujours le cas. On aurait d'autres exemples à vous donner qui sont des intégrations qui sont peut-être euh, plus restreintes, si on veut. Donc, deux enseignants au cœur de la démarche. Ensuite, collaborent avec les bureaux internationaux, les bureaux internationaux de chacune des institutions collaborent également entre eux. Et en haut à gauche et à droite, les services de soutien à l'enseignement, aux services de pédagogie. Et évidemment, au cœur de la démarche, avec l'enseignant, ben, vous avez évidemment le savoir et les apprenants. Et les apprenants entre eux également vont collaborer, co-construire et co-créer même. Donc, rapidement, un peu notre modélisation proposée. Ensuite, pour en venir encore plus concrètement, en quoi consiste littéralement si on veut se lancer dans une activité à clic? Donc, comment on s'y prend? Ben, on vous propose un calendrier finalement de réalisation, disons, sur une session prévisionnelle automnale. Euh, donc, selon les confirmations, en fait, de choix de cours de vos professeurs et de vos chargés de cours, de l'enseignant, donc, évidemment, les calendriers peuvent changer d'un département à l'autre ou d'une institution à l'autre, mais disons qu'à partir du printemps, du début du printemps, mi-avril, mi-mai, euh, on commence déjà les recherches d'arrimage, c'est-à-dire à la fois le bureau international le bureau international, par exemple, de notre institution, va aller faire du démarchage avec ses partenaires étrangers, à la recherche, en fait, d'enseignants et de cours potentiels pour ce genre d'activité-là. Donc, vous comprenez que pour nous, c'est vraiment pas encore formalisé comme approche. C'est pas inscrit dans les programmes, c'est pas inscrit dans les plans de cours maîtres. Donc, c'est-à-dire qu'on est encore une fois, comme ça fait quelques années à peine que nous sommes dans la démarche, nous sommes vraiment, encore une fois, dans la participation volontaire de nos enseignants. Donc, la première étape, qui est pas une étape anodine, loin de là, c'est vraiment l'étape d'arrimage ou de recherche d'enseignants candidats pour se porter au jeu. Une fois qu'on a établi des liens puis qu'on a établi des enseignants potentiellement qui pourraient se porter au jeu, et là, on comprendra qu'il faut trouver des enseignants qui enseignent des sujets ou des matières connexes et qui sont prêts à faire un partage, disons, un arrimage dans leur objectif de cours et dans leur plan de cours. Ça peut être le développement de compétences qui sont complémentaires, qui ne sont pas nécessairement formalisées dans le plan de cours, mais il faut y avoir une ouverture entre les enseignants pour avoir un arrimage entre leurs cours, forcément. Euh, et donc, dans le fond, cette étape-là est suivie par une rencontre de démarrage qu'on appellera, qui aura lieu normalement quelques mois avant le début de la session, donc en juin pour la session d'automne. Et là, c'est vraiment les bureaux internationaux, les services de pédagogie universitaire et les enseignants. Et là, on explique en fait aux enseignants ce qu'il en retourne de l'approche. Et on vérifie si, comme le dirait Maxime, si la mayonnaise pogne. Finalement, on vérifie s'il y a des atomes crochus entre nos enseignants et si la démarche pourrait être possible. Dans un troisième temps, si on se rend compte que oui, il y a un arrimage entre les objectifs de cours, entre les objectifs spécifiques ou généraux, entre les enseignants eux-mêmes, il y a une connexion qui s'établit bien, eh bien, on sera dans une étape là, estivale de planification pédagogique vitesse grand V, dans laquelle on tentera de planifier
trois étapes clés, en fait, que nous avons identifiées pour nous dans un projet à clic, à savoir une activité brise-glace, un travail collaboratif entre les étudiants et un retour réflexif. Et je vais passer rapidement, immédiatement à ces trois étapes clés qui sont l'activité brise-glace, le travail collaboratif et euh, la pratique réflexive ou l'objectivation. Et là, à tout moment, là, vous pouvez m'arrêter, hein, je suis je vois que dans le chat, il y a quelques commentaires. Donc, à tout moment, vous pouvez m'arrêter si vous avez des questions, des commentaires, des réflexions. Euh, N'hésitez surtout pas. Est-ce qu'il y avait des questions, Marie-Ève et Maxime, ou tout va bien? Tout va bien. Il n'y a Parfait. pas de questions pour le moment, mais Super. on réitère l'invitation que les gens ne se gênent pas pour en poser. Exact. Euh, donc, pour nous, essentiellement, euh, une activité à clic, un apprentissage à clic, comporte trois étapes clés dans le cadre d'un cours, à savoir une première rencontre, c'est-à-dire une activité brise-glace qui peut être synchrone ou asynchrone, mais c'est un moment de rencontre entre les étudiants des deux cohortes, des deux universités partenaires idéalement, évidemment, en début de session. Et cette rencontre-là va permettre justement, comme l'activité le propose, de briser la glace, d'apprendre à se connaître, de se faire confiance. Et tout à l'heure, je présentais des images territoriales. Bien évidemment, en ce moment-là, on va essayer justement de présenter des images du territoire témiscabétibien. Et au même titre, les universités partenaires, les étudiants des universités partenaires vont nous montrer leur réalité aussi physique, environnante, géographique. Euh, donc, c'est une première activité qui sert justement à briser la glace. Le cœur d'une activité à clic, c'est l'activité collaborative. Et au cœur de la démarche, il y a une réalisation, là, je vois qu'il manque un petit à réalisation, j'en demande pardon, il y a une réalisation d'un travail collaboratif commun. Ça peut être un projet, une réalisation d'une problématique, mais il y a un travail collaboratif commun, idéalement évalué. Et là, il est évalué de part et d'autre, parce qu'en fait, je vous rappelle que c'est des plans de cours distincts. On n'a pas les mêmes plans de cours entre les deux universités partenaires. C'est pas nécessairement les mêmes titres de cours, c'est pas nécessairement les mêmes objectifs de cours même. Et là, on doit trouver justement un espace de concertation dans lequel les enseignants ont élaboré un travail collaboratif qu'auront à faire les étudiants, qui sera évalué de part et d'autre et qui pourrait même être pondéré de manière différente selon que les étudiants soient en première ou en deuxième année, parce que des fois, on a des partenariats d'universités qui ne sont pas au même niveau, les étudiants, pas nécessairement dans le même domaine précis d'études non plus. Et ce travail collaboratif-là va être fait en fait avec des étudiants. Normalement, c'est une balance, par exemple, de deux étudiants québécois, deux étudiants d'université partenaire ou trois-trois, mais il y aura normalement un nombre équitable d'étudiants ou un nombre similaire d'étudiants internationaux et d'étudiants de l'université, disons, québécoise. Et là, dans le fond, c'est tout ce travail-là de travail sur une réalité commune. Et évidemment, dans les propositions de consignes de travaux de réalité commune, ben, il va y avoir normalement des aspects culturels à mettre de l'avant. Et même s'ils ne sont pas explicites, ces éléments, ce qu'on a observé, c'est que ces éléments-là culturels vont refaire surface dans les travaux, parce qu'il est très possible que, dans le fond, dans vos objectifs de cours, il n'y ait pas la compétence interculturelle, donc vous ne l'évaluerez pas directement, mais indirectement, on observe, en tout cas dans l'expérience que nous avons, on observe vraiment une ouverture et un témoignage des étudiants sur ce renforcement culturel-là qui se fait. Donc, le travail qui est demandé peut être de différentes ampleurs. Maxime vous donnera un exemple tout à l'heure. On pourrait vous donner d'autres exemples. Par exemple, en gestion, c'était une étude comparative avec l'enseignant, peut-être que le professeur Benoît Bourignon, que vous connaissez peut-être. C'était une étude comparative de publicité québécoise, française, par exemple. Et là, tous les aspects culturels et de présentation du produit pouvaient être élaborés. Voilà. Et la troisième étape, ben, c'est vraiment l'étape de disons, de réflexivité ou d'objectivation, ben, pour nous, c'est essentiel qu'il y ait un retour, qui soit individuel ou en grand groupe, et qui soit aussi entre les enseignants, donc entre les étudiants forcément, mais entre les enseignants, sur ben, ce qu'a permis en fait l'activité, ce qu'a permis dans le fond la collaboration, et ce qui a fait ressortir aussi les difficultés, les différences, les points positifs, forcément. Puis là, juste rapidement, en fait, ce sont des sondages maison qu'on effectue avec nos cohortes qui participent, mais environ 55% des étudiants, euh, donc un étudiant sur deux, un peu plus qu'un étudiant sur deux, on pourrait questionner sur le pointage comme tel, mais environ 55% de nos étudiants mentionnent qu'ils ont eu un intérêt plus grand pour le travail de session
qu'ils ont un intérêt plus grand pour la nation ou le pays avec lequel ils ont collaboré. Puis dans bien des cas, ils n'avaient aucune idée en fait des réalités vécues par la région ou le pays autre. Et 78% de nos étudiants, c'est peut-être la donnée la plus intéressante, recommanderaient une activité comme celle-là à des collègues étudiants. Euh, donc voilà, en quelques minutes, là, une vingtaine, 25 minutes, un peu de quoi ressort en fait l'approche ACLIC ou notre définition de l'ACLIC à l'UQAT. Avant de passer la parole à Maxime Blanchette, qui est un professeur qui a expérimenté l'approche, peut-être que je prendrai quelques petites questions, De toute façon, je vais devoir arrêter mon partage d'écran pour que Maxime puisse procéder. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous voulez que j'explicite, parce qu'évidemment, on est allé très rapidement, euh, surtout ne pas hésiter. C'était si limpide. Bon, si c'est Écoute, le tout cas, était clair comme de l'eau de clair, roche. clair comme d'autres. Aïda, je Non, pense que ben, tu voulais intervenir, peut-être, non? Bon, parfait, Maxime, c'est- je te cède la parole, mon cher. puis je vais rebondir sur des parties que je me suis pris des notes pendant que tu parlais. J'étais comment, je vais essayer de rebondir sur des parties, puis on créera de la communication, comme qu'on a fait l'autre jour en présentation. Donc Avec grand plaisir. là, en théorie, vous voyez mon écran. Ok, parfait. Encore une fois, comme Bruno Philippe, n'hésitez pas si jamais vous voulez me couper au fur et à mesure, la vie est belle. Je verrai peut-être pas les mains levées, donc si jamais vous pouvez me faire signe, ça serait parfait. Donc, on va vous parler Bruno Philippe vous a présenté tout ce qui est la théorie en arrière d'un acclic. Je vais vous présenter une expérience ou plusieurs expériences d'un acclic. La photo que vous voyez là, c'est le résultat de deux acclics où est-ce qu'on a fait un voyage à Tahiti. Donc, l'expérimentation que je vais vous présenter aujourd'hui est en lien, ça c'est mes étudiants, dans le fond. On était trois profs avec 20 étudiants à Tahiti. Euh, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le résultat de deux acclics et demi. On pourrait dire, dans le fond, il y a eu une première expérimentation en 2022-2023, une deuxième expérimentation en 23-24, puis à un moment donné, Bruno Philippe m'a dit, Maxime, je chéris l'envie d'avoir une école d'été. Et vu que je suis un homme de défi, j'ai fait comme, c'est bon, Bruno Philippe, nous allons avoir une école d'été. Et nous avons eu une école d'été cette année à Tahiti. Donc, les deux acclics qui ont été faits, c'était avec Aurélie Poisson, qui est professeure à l'Université catholique de l'Ouest. Ça a été les mêmes cours qu'on a utilisés pendant ces deux expérimentations-là. Grossièrement, on a fait de l'enseignement synchrone. On a fait du co-enseignement pour un total de 4 rencontres. On se rappelle, étant en Polynésie française, on est au Québec, hein, on a un décalage horaire. On n'est pas en tout, je sais pas si vous voyez un petit peu c'est où, mais tu sais, on est comme aux deux opposés de la Terre. Donc, enseignement synchrone, co-enseignement, on a fait un gros travail de session qui a été morcelé en différents travaux. Donc, il y a eu une première partie du travail, on va y revenir un petit peu plus tard, mais grossièrement, il y a eu une première partie du travail qui était l'identification d'un phénomène social ou une scénarisation. Premier travail, deuxième travail, une production vidéo et troisième travail, une analyse introspective de la session. Ça reprend grossièrement les différentes étapes que Bruno Philippe a présentées un petit peu plus tôt, entre autres par rapport à la pratique réflexive. Euh, Finalement, ça a résulté en une école d'été. Bon, je vous présente ça dans un bloc. Maintenant, on va repasser ça en étapes. Euh, donc, les différentes étapes que Bruno Philippe parlait tout à l'heure par rapport à la préparation avant le cours, je vous dirais que c'est un incontournable, puis c'est important, plus. Puis, j'ai appelé ça affectueusement le blind date, hein, entre affinité et pédagogie, puis la planification, qui est plus que essentielle. La première étape, le blind date, comment ça s'est passé? C'est Bruno Philippe qui a fait comme avec UQAT International. Hey, ça te tente-tu d'essayer un acclic? Hein? Fait que moi, j'étais comme point d'interrogation. Qu'est-ce qu'un acclic? Bruno Philippe, il m'a expliqué très gentiment qu'est-ce que c'était. Puis j'ai fait comme, on pourrait essayer.
Puis, il y avait une autre professeure qui était très intéressée à essayer l'expérience aussi. Puis, ça a résulté à ce blind date-là, où est-ce que on s'est assis les deux universités, les deux partenaires, ainsi que les deux professeurs ensemble pour voir, ben, est-ce qu'on a un intérêt, puis voir, est-ce que ça pourrait se prêter à un acclic dans nos cours respectifs. Donc, on voulait comprendre les attentes des deux institutions, hein, dans cette première rencontre-là, puis ben, de voir si ben, on est capable de s'entendre. Hein. Euh, puis est-ce qu'on est capable d'arriver à quelque chose où est-ce qu'on peut partager des objectifs pédagogiques qui seraient communs? Fait que le résultat de cette blind date-là, cette première fois-là, en 2022, ben, c'est Aurélie puis moi, on s'entendait bien. On a fait comme, bah, ça a l'air de vouloir, la mayonnaise a l'air à vouloir pogner, comme Bruno Philippe dit. Fait que, pourquoi pas approfondir notre réflexion par rapport à ça? Donc, on est parti de cette rencontre-là, Aurélie et moi, puis on s'est dit, OK, ben, on va y réfléchir, on va se donner une prochaine rencontre. Je pense qu'on s'est rencontrés une semaine ou deux plus tard pour pouvoir commencer à planifier ça, parce que dans ce que Bruno Philippe présentait, théoriquement, on s'y prendrait en avril, mais on s'est pris un petit peu plus sur le tard. Donc, il a fallu mettre les bouchées doubles durant cet été-là, Aurélie et moi, parce que ça doit transpirer, ça doit transparaître dans nos plans de cours avant de commencer le cours. Hein. Idéalement, il faut que ça soit scénarisé avant de le mettre en œuvre. Donc, on a eu une deuxième rencontre, Aurélie et moi, où est-ce que ben on a voulu apprendre à se connaître l'un et l'autre. Hein, puis pourquoi, peut-être que vous allez me dire, ben pourquoi que vous avez voulu vous connaître? Ben, c'est une situation de co-enseignement où est-ce que ça peut être assez anxiogène. Hein? J'ai pas seulement mes 20 étudiants, mais il y a aussi 20 étudiants ou une vingtaine d'étudiants en Polynésie. Il y a plein d'impondérables. Fait qu'il faut apprendre à se connaître un peu puis savoir comment qu'on réagit sous pression, comment qu'on réagit, comment qu'on enseigne. Hein? Parce que ça aussi, ça fait une différence. Aurélie, on l'entend pas au prénom, mais elle est française à la base, donc elle a une pédagogie qui est beaucoup plus européenne, une pédagogie beaucoup plus nord-américaine. Donc, il y a des choses qui sont similaires, mais il y en a d'autres qui sont différentes. Donc, voir ce serait quoi notre terrain d'entente par rapport à le style pédagogique qu'on veut transmettre à ces étudiants-là. Puis aussi, ben, le gros défi, c'est comment qu'on arrive nos deux cours. Son cours à elle, c'était sociologie de la jeunesse et mon cours était relations, sexe, genre et âge. OK? Donc, on parle de jeunes, on parle un peu de la famille, puis comment que les jeunes évoluent d'un point de vue sociologique. Puis moi, on se rappelle, je suis en travail social, comment que l'identité sexuelle, l'identité de genre, comment les relations hommes-femmes, comment que les relations de pouvoir dans la société vont avoir un impact, puis comment que ces sexe, genre et âge-là vont interagir ensemble. Euh, en, en jasant, en parlant ensemble, ben, on s'est rendu compte que finalement, ben, hein, on pourrait explorer les problématiques sociales d'un bord et de l'autre du Pacifique. Parce que les deux, on va toucher à ce qu'est l'homosexualité, on va toucher au travail du sexe, on va toucher à la délinquance, parce que les jeunes peuvent expérimenter ces phénomènes-là. Puis, ben, d'un côté du travail social, dans le cours, on a comme objectif de bien comprendre ces différentes relations sociales-là. Donc, on s'est dit, ben, voici, c'est là-dessus qu'on va travailler durant nos différentes rencontres synchrones avec nos étudiants. Fait que c'est une chose de savoir sur quoi qu'on va travailler, c'en est un autre de développer ces différents contenus-là après. Euh, donc, ici, je soulignerais l'importance de la planification et d'être bien accompagné. Hein? Donc, nous, on a été accompagnés par probablement le meilleur conseiller pédagogique qu'on a, probablement. Je suis tout à fait en désaccord avec cette allégation, mais je prends pour ma paroisse. Donc, pour nous garantir une expérience positive, mais je fais des farces à moitié, mais Bruno Philippe a vraiment été d'un aide, surtout dans le premier à clic, parce que tout était nouveau, puis d'avoir ce regard extérieur-là a vraiment permis de nous sécuriser d'un sens, puis de l'autre côté, de nous aider justement à cheminer au travers de cette expérience-là. Puis de voir aussi mais comment qu'on pourrait arrimer ces différentes stratégies pédagogiques-là quand on est dans un synchrone à distance. Euh, il y avait une collaboration tripartite dans le sens où est-ce il a fallu intégrer ces objectifs de cours-là, les évaluations, les séquences de co-enseignement, comment que c'est qui va prendre le lead, comment qu'on va co-enseigner, si on a un problème technologique, qu'est-ce qu'on fait, etc., avec l'appui d'un regard extérieur. Euh, c'est ça, je vous en ai parlé ici. Dans le plan de cours, bien évidemment, ça
ça l'a paru. Donc, habituellement, j'enseigne mon cours Relations sexe, genre et âge, c'est tel quel, mais là, ça voulait avec cette approche pédagogique-là, ça voulait dire qu'il fallait que je change un peu mon plan de cours, là. Parce que j'ai pas seulement les approches pédagogiques que j'utilise habituellement, j'ajoute une nouvelle stratégie pédagogique qui habituellement va être décrite dans la méthodologie de l'enseignement. Donc, pour les étudiants qui lisent le plan de cours, il y avait des questions au cours 1. Sinon, il y avait la surprise pendant le cours 1 où est-ce que j'allais leur présenter euh, ce- 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 cette nouvelle approche-là qu'on allait expérimenter ensemble. Pour les étudiants qui me connaissent, ils savent que je suis un professeur qui est un petit peu, je suis désolé, c'est très québécois comment je vais donner ça, là, mais un peu flyé. J'aime essayer les nouvelles affaires, puis je suis toujours au SPIFAD à tous les sessions pour planifier de nouvelles affaires, pour essayer de nouveaux trucs. Fait que j'ai, on présente ça à des étudiants, ça se peut qu'il y ait des réactions d'anxiété. Bon, pas ça se peut, je vous l'ai dit, je vous le dis, il y a des réactions d'anxiété. Les deux fois, il y a eu des réactions d'anxiété. Par contre, je pense que comme enseignant, on est capable de reprendre ça ensemble puis pouvoir le. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai renommé comme de quoi que on va expérimenter ensemble. Puis si jamais il arrive de quoi, c'est moi qui porte le blâme, c'est pas eux. Donc ça va pas, il y aura pas d'impact sur leur note finale. Je vais, je vais récupérer ça parce que c'est pas de leur faute ultimement. C'est moi qui voulais avoir ce safe space-là avec mes étudiants pour être capable d'expérimenter cette approche pédagogique-là. Parce qu'on se rappelle, la première fois que je l'ai fait, je savais pas plus comment que ça allait se passer. La deuxième fois, j'avais une bonne idée, mais la première fois, ça peut être insécurisant aussi pour l'enseignement. Puis je suis très transparent avec mes étudiants, donc je leur nomme. Si je suis insécure sur quelque chose, je vais leur dire, je ça, je suis pas sûr comment ça va aller. Voici ce que je sais pour l'instant. Est-ce que vous voulez m'accompagner là-dedans? Puis on dit oui, ils ont embarqué à pieds joints, puis ça, là, je dis pas qu'il n'y a pas eu des ajustements à faire au courant de la session, mais ça s'est super bien passé. Je leur ai présenté le plan de cours. Je leur ai dit, bon, ben c'est bon, on va avoir trois évaluations, dont deux qui vont être évaluées avec le groupe de Tahiti. Donc, le premier travail, qui est la présentation d'un article de presse sur le sujet choisi. Cet article, ce premier travail-là consistait à faire une première rencontre dans les différentes équipes où est-ce qu'il allait sélectionner une problématique sociale qui était vécue d'un côté et de l'autre de l'océan. Vous allez voir tout à l'heure, je vais te présenter deux vidéos très rapidement. On ne pourra pas toutes les voir parce qu'on va manquer de temps. Là. Il aurait fallu un avant-midi. Mais très rapidement, je vais vous présenter la vidéo. Dans le fond, la vidéo, c'est sur le féminicide. Euh, il y a une vidéo qui a été créée au Québec avec le contenu québécois. Donc, au Québec, comment qu'on peut voir le féminicide ou comment est vécu le féminicide avec les théories sous-jacentes. Puis, à Tahiti, ils vont avoir fait la même chose. Donc, cette première rencontre-là ou ce premier travail-là permet de faire la scénarisation de cette production vidéo-là, puis de mettre les assises théoriques. Donc, on reste dans un cours universitaire. Faut être capable d'évaluer du contenu théorique. Faut être capable d'évaluer est-ce que je suis en train d'atteindre mes objectifs pédagogiques. Puis, cette scénarisation-là permettait de pouvoir avoir accès à ces informations-là de est-ce que je maîtrise ou je maîtrise pas la matière. Euh, Petit truc que j'ai pas mentionné un petit peu plus tôt, mais qui est ultra important. Mes étudiants sont en deuxième année de bac, hein, dans relations sexe-genre et âge. Les étudiants de Tahiti sont en première année. OK? Il y a une différence d'âge. Eux, ils commencent l'école universitaire aux alentours de 17, 18 ans, tandis que nous, en deuxième année, la plupart du temps, sont dans la vingtaine. Donc ça apportait déjà un enjeu par rapport à, pas un enjeu de pouvoir en soi, mais un enjeu de pouvoir perçu, hein, on pourrait dire ça comme ça, parce que je suis avec des grands, hein, je suis avec des gens qui sont plus loin à l'université, je suis avec des personnes qui ont plus d'expérience dans la vie ou des expériences qui vont être différentes. Donc c'était quelque chose qu'il fallait être capable de désamorcer au travers de ces différents travaux-là, surtout dans le premier puis pendant l'activité brise-glace. Euh, le deuxième travail, la scénarisation, c'est le PowerPoint qui va être fait avec les différents liens, les différents textes scientifiques qui vont appuyer. Ça, c'est pour le côté du Québec. Du côté de Tahiti, Aurélie corrigeait différemment parce qu'on se rappelle que les étudiants sont pas rendus à la même place dans leur parcours académique. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir le même nombre de sources. Hein, puis ils pouvaient appuyer un peu différemment. Tandis qu'avec mes étudiants, je devais m'assurer qu'ils atteignent nos objectifs pédagogiques de notre côté de l'océan. Puis finalement, il y avait la production vidéo.
Ça, grossièrement, c'est comment que les évaluations se sont passées, mais sinon, si on parle en termes de cours, le premier cours qu'on a eu synchrone, il y a eu justement cette activité brise-glace-là que Bruno Philippe parlait tout à l'heure. Euh, Bon, là, on a expérimenté plusieurs affaires. On a expérimenté les Zoom Rooms, on a expérimenté chacun individuel sur son laptop, on a expérimenté, moi avec une caméra. Bref, on a expérimenté beaucoup de choses, hein. Fallait être créatif un petit peu. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que durant ce cours-là, on s'est vite rendu compte que la Zoom Room est intéressante pour avoir les professeurs, pour avoir le groupe classe, mais on demandait à chacun des étudiants et étudiantes de se connecter également sur leur laptop parce que on voulait créer justement de la collaboration entre les différents étudiants. Et on se rappelle qu'ultimement, ils vont être en équipe pour être capable de faire une vidéo. Donc, faut qu'on soit capable de les séparer. Puis c'est pas dans une Zoom Room qu'on est capable de les séparer. Ça, on cancelle le projet tout de suite. Fait que, on a fait cette activité brise-glace-là, puis ça nous a permis aussi de, de rentrer à la rencontre de deux cultures, hein, tout simplement, puis de voir, ben, a priori, comment que je reçois ça. Hein? Parce que moi, après cette rencontre-là synchrone, je suis resté avec mes étudiants pour jaser de qu'est-ce qui s'est passé. Euh, Petit avantage que j'ai, j'enseigne des cours de 6 heures, 7 heures habituellement. J'enseigne une journée complète. Fait que ça me permettait d'avoir cette flexibilité-là par rapport à l'horaire, parce qu'il y a un décalage horaire entre la Polynésie française et ici. Donc, ça me permettait d'avoir cette flexibilité-là, puis de reprendre ça avec mes étudiants par après. Fait que ça, c'est mon premier cours. Le deuxième cours synchrone, Aurélie et moi présentions la matière par rapport aux différents travaux, puis surtout la matière qui est précise au travail qui est à rendre dans des rencontres subséquentes. Euh, Puis on faisait travailler les étudiants en classe. Puis pourquoi qu'on voulait faire travailler les étudiants en classe, c'est que, un, nous, on était capable de se promener entre les groupes pendant ce temps-là. Attendez, je vais arrêter le partage d'écran, vous allez me voir en gros, moins. Fait que nous, pendant que les étudiants travaillaient, on était capable de se promener d'équipe en équipe. On était capable d'aller superviser, on était capable de parler à la fois avec ben, moi, les personnes de Tahiti et les personnes du Québec. Vas-y, Marie-Ève. Je voulais pas t'interrompre, Maxime, mais Vas-y. j'avais une question qui me brûlait les lèvres, mais tu peux quand même finir ta phrase, là. Je vais te la poser après. OK, je finis ma phrase puis j'en reviens à toi. Fait que, dans le fond, on pouvait se promener entre les équipes, puis on était capable de tout de suite voir par rapport à, ben, à leur sujet de recherche dans un premier temps, puis aussi de connaître les autres étudiants, hein, puis de voir est-ce que ça va bien, comment que les gens communiquent ensemble. Je suis en travail social, je dois évaluer le savoir-être de mes étudiants, je dois évaluer le savoir-dire de mes étudiants, je dois évaluer le savoir-faire de mes étudiants. Donc, pour moi, c'était un beau laboratoire où j'étais capable de les voir interagir directement avec les personnes. Puis peut-être juste un petit dernier truc. Là, vous allez dire, OK, mais comment que tu faisais pour te promener avec les gens? Je disais aux étudiants, vous pouvez vous mettre tout ce que vous voulez dans l'université. La seule chose que je vous demande, c'est de me dire où est-ce que vous êtes. OK? Ça me dérange pas que vous preniez une autre classe, ça me dérange pas. Puis, s'il vous plaît, allez pas à l'autre bord du campus, là, parce que ça me tente pas de courir non plus, là. Tu sais, restez plus proche de la classe, puis distribuez-vous, il n'y a pas de problème, dites-moi où est-ce que vous êtes. Moi, je vais me promener un peu partout. Puis pendant ce temps-là, j'étais avec mon cellulaire tout le long, puis j'étais sur WhatsApp avec Aurélie. Fait qu'on était en train de se texter tout le long. Fait que je marchais, je textais Aurélie. J'étais en rencontre avec les étudiants, je textais Aurélie. Puis j'avais averti les étudiants. Moi, c'est mon moyen de communication avec Aurélie. Fait que c'est pas parce que je suis en train de texter mes amis, là. C'est parce que je suis en train de collaborer avec l'autre professeur pour voir comment qu'on est capable de tout bien agencer ça, puis qu'on donne les mêmes consignes, parce qu'on n'est pas ensemble en train de donner bon, donner les consignes du travail, mais tu sais, vous savez comme moi, là, quand un travail on donne, des fois, il y a des choses qu'on doit ajuster parce que les étudiants ont des questions. Fait qu'on fait comme, OK, oui à cette équipe-là, fait qu'il faut dire oui aux autres équipes. Fait que Aurélie, voici, j'ai dit oui pour telle affaire, puis vice-versa. Fait que j'arrête ici, vas-y, Marie-Ève, tu peux me poser la question. Ouais, c'est super intéressant, ce récit d'expérience-là, vraiment. Merci, Maxime. En fait, tantôt, tu as dit, tu sais, c'était super intéressant d'observer comment deux cultures pouvaient se rencontrer. Fait que tu avais un Mm. regard réflexif sur cette... Puis c'était en lien avec le développement des compétences interculturelles des étudiants et des étudiantes de ton groupe. Mais je me demande comment ça a commencé? Tu sais, ça a été quoi à chaud, les premières réflexions, quand tu as eu cette espèce de debriefing-là, là, dans les Ouais. premières rencontres avec les étudiantes et les étudiants de ton groupe, comment ça a démarré? Ça, c'était une première question. Deuxième question, Attends, c'est, pas, je peux, OK, vas-y. ben, je peux attendre.
Ben non, Parce ben qu'en si les deux se complètent, il n'y a pas de problème. ben, en fait, c'est que je comprends que tu avais une dimension réflexive, tu sais, dans tes Mhm. intentions pédagogiques, c'est-à-dire de donner de l'espace à tes étudiants pour qu'ils puissent en parler de comment ils vivent ça, tu sais, cette expérience-là, puis, hein? Fait que je comprends qu'il y avait des espaces où vous en parliez, mais est-ce qu'il y avait un autre outil ou un, tu sais, je sais pas, un journal réflexif ou quelque chose du genre qui leur permettait, mettons, de noter un peu leurs observations, leurs sentis, leurs défis ou tu sais, des petites choses qui peuvent les challenger ou je sais pas. Ouais. Puis, est-ce que tu as OK. vu, troisième volet à ma question, est-ce que tu as vu une progression? Tu sais, j'imagine que oui, là, tu sais, Oui. entre le temps OK. 1, tu sais, la première fois qu'ils se sont rencontrés, où il y a peut-être eu, ou dans les premières fois, où il y a probablement eu un I, puis vers la fin, où il y avait peut-être plus de complicité ou de... Mais je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé. Je peux répéter les questions Oui, si jamais. c'est correct. Je pense que je vais être capable de m'en sortir. Je te réponds à ta question du milieu en premier. J'ai oublié de le mentionner, fait que c'est bien que que tu me le nommes. Donc, il y avait, dans mes évaluations, il y avait la scénarisation, la production vidéo, bien évidemment. Il y a d'autres évaluations au courant de la session. Là, vous êtes peut-être en train de dire, hey, il est fou malade, c'est pas ça. Mais c'est correct, là, comme évaluation, somme toute, ça demandait pas trop de temps. Mais il y a une analyse introspective de la session. Donc, il devait tenir un journal au travers des rencontres avec les personnes étudiantes, où est-ce qu'il devait avoir une réflexion puis être capable de me dire comment que eux ils ont évolué au courant de la session. Fait que je vous dirais que 100% des personnes ont évolué. Fait que puis maintenant je vais aller à la première question, puis tu vas voir, je vais faire du lien après. Sur moi, je traduis ça en ajustement culturel. Donc, quand que j'ai fait le premier cours, la première classe avec Brise Glace, c'était vraiment magique. OK? La cohorte numéro un, OK, mes premiers étudiants qui ont essayé, c'était une journée d'automne, hein, on était vraiment chanceux, c'était vraiment beau en plus. Mes étudiants sont partis avec leur cellulaire puis leur laptop dans l'université en train de leur faire visiter l'université, littéralement là, OK? Puis de l'autre côté, à Tahiti, bon, j'ai eu la chance d'aller sur leur campus. Si Jésus, c'est quelque chose. Donc, ils sont sortis sur le balcon pour montrer la beauté de Tahiti, les arbres, la nature, l'océan, la mer. Donc, c'était vraiment magique. Fait que cette première rencontre-là, il n'y a pas eu d'anicroche. Ça s'est super bien passé. Ne serait-ce que les différences linguistiques. Parce, oui, on parle la même langue, hein, on parle français d'un côté et de l'autre. Par contre, on n'est pas habitué à leur accent et vice-versa, ils sont pas habitués d'entendre notre accent. Donc, il y a eu ces petits ajustements-là où est-ce qu'on a dû s'ajuster. Un truc dans ma cohorte numéro un, parce que j'ai appris de cette expérience-là, bien évidemment. Moi non plus, je les ai j'ai jamais vu ces étudiants-là à Tahiti en vrai. Puis je connais pas la culture tahitienne. Ok? J'ai ce que Aurélie m'avait parlé, euh, mais après le premier travail, la première rencontre d'équipe, ça a posé des frictions à Tahiti et de mon côté de l'océan. Dans le fond, nos étudiants, tout à l'heure, Bruno Philippe l'a nommé, sont un petit peu plus âgés. La plupart vont travailler. Hein. Mes étudiants en travail social, il y en a beaucoup qui vont travailler à l'hôpital déjà, puis ils vont avoir des horaires qui sont très chargés. Donc, de prévoir du temps en dehors des heures de classe, c'était difficile pour eux. C'est pour ça qu'on donnait aussi du temps en classe. Oui, pour les superviser, les accompagner, mais on savait que ça allait faciliter la vie, puis on voulait que ça fonctionne aussi comme projet. Fait il y a ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on s'est rendu compte qu'il y a un gros clash culturel par rapport aux étudiants. Au Québec, on est très centré sur la tâche, sur la performance, puis on veut avoir un plus. OK? Puis habituellement, nos étudiants vont essayer d'être très ponctuels, très assidus par rapport à leurs travaux parce qu'ils savent qu'il y a des conséquences s'ils ne remettent pas leur travail. À Tahiti, ça fonctionne pas de la même manière. À Tahiti, il va y avoir des travaux. Puis si on a un travail d'équipe à faire, il faut gagner la confiance de l'autre. OK, on va travailler avec le relationnel en Polynésie versus nous, on va travailler beaucoup avec la compétence, comment qu'on va se rendre à telle affaire. Et on va travailler avec l'équipe coûte que coûte parce qu'on est obligé de le faire. À Tahiti, c'est différent. Fait que, il a fallu que, avec mes étudiants, on a eu une grosse conversation. Je vous dis, ça a duré 1 heure. La cohorte numéro un, OK? On a eu une grosse conversation d'environ 1 heure sur ces différences-là par rapport au temps. Le temps, on le perçoit pas de la même manière. Le travail d'équipe, on le perçoit pas de la même manière. Et je leur demandais de développer une relation avec des gens. OK? Là, j'imagine que vous le savez, vous avez tous
tout cas, j'ose espérer que vous avez tous des amis dans votre vie, dans vos cercles sociaux, mais développer des amitiés, ça demande du temps. C'est un investissement, là. Hein? Puis ça, je l'ai nommé en classe, puis je leur ai dit, ben, je le prends en considération dans vos corrections parce que je sais que vous devez avoir une relation d'amitié aussi, une relation avec les personnes de Tahiti. Fait que ça a été le premier gros clash culturel euh, qu'on a vécu. Puis, quand on était arrivé à l'année 2, ma deuxième cohorte, ça, j'étais capable de le prévoir d'emblée. Donc, j'étais capable de faire tout de suite le débriefing sur comment ça fonctionne à Tahiti, comment qu'on apprend à Tahiti versus comment qu'on apprend au Québec. Fait que je devenais un peu bilingue, entre guillemets, en termes pédagogiques entre la Polynésie puis nos étudiants au Québec. Puis j'étais capable de traduire ce qui était vécu là-bas et j'étais capable d'anticiper. Fait que l'apprentissage interculturel, c'est pas fait seulement pour les étudiants, c'est fait aussi pour le professeur, je vous le dis. Puis une chance que j'avais Aurélie qui était là pour être capable de me nommer comment c'est interpréter les choses à Tahiti. Fait que par exemple, on vous voit pas. Hein? Fait que même si on pense que c'est une politesse, pour eux, c'est pas une marque de politesse. Donc, on va s'adresser au-dessus directement, parce que sinon, le vous instaure une hiérarchie avec la personne. Il y a plein de petites subtilités comme ça qu'on était capable de reprendre avec les étudiants quand les étudiants se sentaient pas à l'aise de le nommer, bien évidemment. Euh, Est-ce que ça répond bien à ta question, Marie-Ève? Oui, merci. Wow, quelle Euh, richesse, hein? Ça devait tellement être, tu sais, ben, tout ce que tu décris, ça devait tellement être riche d'apprentissage pour tes étudiants, là. Wow. j'ai Bravo, tripé. chapeau. Un acclic, sérieusement, quand on est bien accompagné comme à l'UQAT, je lance des fleurs à l'UQAT, mais c'est vraiment vrai qu'on est très bien accompagné dans notre institution. C'est facilitant de pouvoir avoir toutes ces ressources-là pour nous aider. Puis je vous dirais, c'est sécurisant aussi pour le partenaire parce que je me suis rendu compte qu'on est très privilégié dans notre université d'avoir tout cet accompagnement-là, puis d'avoir un service qui est pas là pour nous surveiller, mais bien pour nous accompagner, pour qu'on soit capable de se dépasser comme enseignant. Fait que je pense que ça fait une grosse différence, puis ça l'a beaucoup aidé aussi du côté de la Polynésie, parce que nos ressources sont différentes. Fait que c'est ça, nos ressources sont différentes, fait que ça l'a aussi profité de l'autre côté. Fait que oui, ça a été très riche. Je vous repartage mon écran. Euh, donc, des points clés hein, qu'il faut retenir au travers de ces différentes expériences-là. On a une dépendance technologique. Là, je vous ai juste parlé des roses puis qu'est-ce qui est le fun, mais je vous dirais que notre bête noire a été la technologie, euh, le Zoom Room qui peut lâcher, l'Internet qui peut lâcher, Teams qui veut pas collaborer, Zoom qui veut pas collaborer, bref, je suis sûr que vous vivez des trucs technologiques au quotidien. Ben là, imaginez dans un contexte d'enseignement où est-ce qu'on est dépendant de ça. Donc, ça demande beaucoup d'ajustements logistiques. Puis aussi de replanifier, de voir comment qu'on fait avec les étudiants, comment qu'on reprend ça avec les étudiants. Avec, encore une fois, Aurélie et WhatsApp. Hein? On était tout le temps au téléphone ensemble, puis on était en train d'arranger les pépins techniques qu'on avait d'un côté et de l'autre. Sinon, adaptabilité et flexibilité, je voulais nommer communication en continu. Non seulement pendant le cours, mais après les cours, parce que entre les cours, il fallait replanifier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant notre cours? Qu'est-ce qu'on doit revoir ensemble? Est-ce qu'il y a des choses que je comprends pas du Québec? Est-ce qu'il y a des choses que je comprends pas de Tahiti? Puis comment moi, je ramène ça à mes étudiants? Donc, il y avait ces apprentissages-là qu'on devait faire aussi comme professeur pour être capable de les retransmettre à nos étudiants. Euh, c'est ça. Les premières les premières classes se sont super bien déroulées. Je vous l'ai décrit un petit peu plus en détail tout à l'heure. Il y avait un grand défi de coordination entre les étudiants, entre les professeurs, entre les groupes classes, entre les laptops puis la Zoom Room. Puis, bref, il y avait beaucoup de choses à réfléchir en même temps. Puis, quelque chose qui était ultra important, c'est justement ces différents retours constructifs-là. Retour constructif, je suis désolé. Euh, En prof, avec Bruno Philippe, mais aussi de la part de mes étudiants. Je sondais mes étudiants tout au long. Comment vous vous sentez? Comment vous réagissez face à ça? Est-ce que vous avez des points d'interrogation? Je considère que j'ai un safe space dans mes classes, puis que les étudiants se confient. Là, on s'entend, on n'est pas en train de dans les confidences relationnelles, mais confidences pédagogiques, académiques. Habituellement, mes étudiants me font suffisamment confiance pour me dire qu'est-ce qui va moins bien, puis ils étaient capables de me nommer leur anxiété pour que j'aie tout de suite un impact sur ces anxiétés-là, parce que je voulais pas que ça escalade, puis que ça mine l'approche pédagogique. Je voulais qu'on vive toute une belle expérience ensemble. Euh,
Bon, ça, c'est mes étudiants quand on était à Tahiti. Donc, vous voyez que on a eu ces deux cohortes-là, ça a résulté à notre école d'été. On pourra faire un autre webinaire sur l'école d'été si vous voulez essayer, tenter l'expérience. On était dans un organisme de réinsertion sociale à Tahiti cette journée-là. Ah mon Dieu, ils font n'importe quoi, j'avais pas vu ça. Peut-être aussi, Maxime, si tu me permets Oui, le commentaire, vas-y, vas-y. dans le fond, l'école d'été, c'est quand même un résultat probable, en tout cas, de la collaboration à Click, parce qu'évidemment, la collaboration à Click n'est pas une mobilité réelle normalement, c'est une mobilité virtuelle. Mais la collaboration que Maxime a développée avec sa partenaire, Aurélie Poisson, a amené une collaboration qui est allée au-delà, en fait, de l'expérience pédagogique virtuelle. À la fois, Aurélie s'est déplacée en Abitibi-Témiscamingue voir l'Université du Québec et Maxime a eu la chance aussi d'amener une cohorte étudiante. Donc, c'est pas dit qu'un projet à clic mènera à une mobilité physique, mais dans le cas présent, Maxime, ça l'a amené, en fait, cette collaboration-là a été un point tel qu'elle a amené une collaboration jusqu'à une mobilité physique puis d'une mobilité d'étudiants qu'on ne soupçonnait pas qui aurait été jusqu'en Polynésie française. Il y avait absolument aucune chance, en fait, que le projet puisse avoir lieu sans un ACLIC au départ. Peut-être mentionner par contre que l'ACLIC, c'est certainement pas, ça peut mener à ça, c'est certainement pas garant que ça va amener une mobilité physique. Par contre, ce qu'on observe la plupart du temps, c'est que la collaboration pédagogique pourrait amener aussi une collaboration de recherche. Hein, souvent, c'est l'inverse. Vous avez des partenariats, les enseignants, les professeurs avec des chercheurs d'autres pays, mais peut-être moins des collaborations pédagogiques. Mais là, on est dans une relation inverse. C'est la relation pédagogique qui fait aboutir à d'autres projets, dont des projets de recherche. Donc, c'est ce que je tenais à amener comme petite précision, Maxime. Écoute, moi j'adore ta précision parce que ça m'a permis de faire mon changement d'écran pendant ce temps-là. Et Génial. on est en télépathie. Je vous partage mon écran. Dans le fond, je vous ai parlé de comment ça s'est passé, je vous ai parlé de différents travaux, je vais vous parler des forces et défis un peu plus tard, mais je voulais juste vous présenter des extraits de qu'est-ce qui peut être fait d'un point de vue international. Donc, j'ai-tu fait partager avec le son? Attendez juste un petit instant, c'est mon erreur. J'ai oublié de appuyer sur Share Sound. Share. Parfait. Donc, fait que ça, c'est une capsule vidéo qui a été faite au Québec. Donc, c'était difficile. Tu sais, j'ai pas demandé à mes étudiants, là, vous allez vous booker un billet d'avion, puis vous allez vous rendre à Tahiti pour faire votre travail de session. Quand même, hein? C'est non réaliste. Bon, il y aurait pu, mais c'était non réaliste. Donc, ils faisaient chacun une vidéo d'un côté et de l'autre du Pacifique sur la même problématique, mais qui met en relief qu'est-ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Donc, ici, on a une équipe du Québec, justement, qui avait C'est fait... quoi pour toi le rôle d'une femme? Oh, pas drôle. C'est un objet. Là, C'est un objet. là, on s'entend ici, on parle de féminicide, hein, puis il est en train de parler d'un auteur de féminicide, puis la vision de cet auteur-là. Donc, Moi, pas les, hostile. les étudiants devaient mettre en pratique le contexte, le phénomène social, puis de l'expliquer. Donc, là, lui, il en parlait, mais à la fin de la Vous êtes reconnu présentation, coupable. ils vont présenter, ben, OK, bon, ben, la personne va être reconnue coupable. Ils vont citer justement le code criminel, puis parler, ben, qu'est-ce que ça fait quand on est auteur de féminicide. Les étudiants présentaient cette vidéo-là en classe, puis ensuite, il y avait un petit oral où est-ce qu'ils devaient présenter les différents éléments théoriques qui sont en lien avec ça. Puis c'était le moment aussi où est-ce qu'on pouvait poser des questions dessus, leur réflexion en arrière du féminicide, par exemple. Là, je vous ai montré au Québec, ça fonctionnait via voyons, YouTube. À Tahiti, on utilise beaucoup plus la plateforme Facebook. Donc, vous voyez que les étudiants ont posté sur Facebook leurs vidéos. Alors, comme nous avons pu le voir dans la vidéo précédente, c'est une représentation type d'actes de violence envers les femmes. Donc, vous voyez ensuite les étudiants se mettent à expliquer ce qui a été vu. Puis, on va entendre les différences entre ce qui se passe à Tahiti versus le Québec. Puis, si jamais les vidéos le présentent pas de manière suffisamment spécifique, ce qui se passait, c'est que moi puis Aurélie, on posait des questions spécifiques pour ça, pour être sûr d'approfondir le contexte
le phénomène social que les personnes étudiantes présentent. Donc ça, c'est une des résultantes du de, de, de- des différents travaux de session des personnes étudiantes. Je vais vous amener rapide. Ah, vas-y, Il y avait vas-y. une petite question, Maxime, oui. Oui, c'est ça, j'avais une question. En fait, on connaît un peu, c'est du connaît pour tout le monde à peu près, les défis des cours à distance sont notamment pour créer la relation, la collaboration entre les étudiants, les personnes étudiantes et tout. Et là, je me pose la question, en regardant votre expérience, l'ajout d'un contexte multiculturel et international, est-ce que ça a aidé au niveau des défis, de la collaboration et de la création de liens ou ça a accentué un peu ces défis? Comment vous le percevez de votre côté? OK. C'est une super bonne question. J'avais pas réfléchi d'emblée, mais voici ma réponse. Je pense que je suis habile technologiquement parlant. Donc, j'enseigne beaucoup à distance. Fait que je suis habitué avec la technologie. Fait que pour moi, c'était pas quelque chose que je devais acquérir comme compétence. OK? Donc, c'était pas quelque chose qui venait me chercher. Puis, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le dis, sinon, je suis clinicien aussi. Je fais encore de la pratique clinique, puis ma pratique clinique est virtuelle. Donc, pour moi, d'aller chercher le non-verbal, aller chercher comment qu'on dit, aller chercher différents éléments du contexte virtuel, j'ai aucun problème avec ça parce que c'est ce que je fais. OK? Puis c'est quelque chose que j'enseigne à mes étudiants quand que je leur enseigne l'intervention. Donc, cette partie-là, vu que je maîtrise, j'étais capable de le montrer à mes étudiants euh, par modeling. Je leur montrais comment faire, je le faisais pour leur montrer, puis ils étaient capables de répéter l'expérience après. Par rapport au contexte interculturel, là, oui, effectivement, c'était plus difficile dans le sens où est-ce que c'est difficile de réagir sur le coup. Je suis pas avec toutes mes équipes en même temps. Puis c'est pour ça que c'est ultra important le débriefing après, non seulement avec le groupe classe, mais aussi avec la professeure de l'autre côté. Parce que faut voir, est-ce qu'on entend les mêmes choses ou on entend des choses qui sont différentes? Puis nous, après, c'est de devenir traducteur ou devenir porteur de ces de ces compétences interculturelles-là pour être capable de les amener à changer leur façon d'agir. Fait que je vous donne un exemple, OK? Euh, je vous ai dit que les Québécois, on est beaucoup plus sur la tâche, puis on voit le travail de session arriver, puis on veut que ça roule, OK? Euh, à Tahiti, on veut avoir cette relation-là a priori. Ça a posé des frictions dans plusieurs des équipes. OK? Je l'ai ramené en classe. Puis j'ai demandé à mes étudiants, OK, bon, ben voici un contexte culturel dans lequel on est peu habitué d'intervenir ou d'interagir. D'un point de vue clinique, je suis en travail social, d'un point de vue clinique, comment vous réagiriez à ça? Hein? Fait que là, ils m'ont nommé, ma posture comme intervenant, je devrais réfléchir à moi, où est-ce que je me situer par rapport à la hiérarchie sociale, par rapport à ci, par rapport à ça. OK, maintenant, dans le contexte du COIL, dans le contexte de la clique, comment qu'on est capable de transposer cette compétence-là? Fait que je leur faisais faire du lien avec du contenu de d'autres cours parce ils ont un cours d'intervention interculturelle. Puis je leur ramenais ça dans le contexte actuel. Puis habituellement, il y avait des changements je monitorais après avec Aurélie. Est-ce qu'il y a eu un changement avec l'équipe? Est-ce que tu pourrais aller revoir avec l'équipe? Est-ce que c'était mieux? Puis de l'autre côté, il a fallu aussi qu'à Tahiti, il fasse quelques ajustements parce que justement, si nous, nos étudiants sont ultra anxieux par rapport aux performances, il fallait aussi un petit tour de roue de l'autre côté. Fait que c'est ça, je sais pas si je réponds bien à ta question, Aïda. Est-ce que c'est suffisamment clair? Oui, ça répond bien, merci. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qu'on est capable de faire direct en live, mais c'est toutes des réflexions qu'on doit avoir a posteriori. Puis, on n'a pas parlé de programme de travail social, mais dans la programmation du baccalauréat en travail social, c'est prévu que nos étudiants soient capables de faire cette introspection-là, cette réflexion-là par rapport à sa pratique. Donc, pour moi, c'était une occasion rêvée de pouvoir leur faire pratiquer ces compétences-là qui ont besoin en stage après. Donc, même si ça se prêtait pas nécessairement à relation sexe, genre et âge, oui, on doit faire cette introspection-là de où est-ce qu'on se situe dans le monde. Mais au-delà de ça, c'est comment je me situe comme individu dans un contexte où ce que la personne, j'ai aucune compétence culturelle par rapport aux Polynésiens. Comment que je fais pour être capable de rentrer en communication et être capable de communiquer ce message-là avec ces étudiants-là avec lesquels je dois faire un examen, faire un travail de session littéralement.
Donc, c'est sûr qu'il y avait un contexte un peu obligé, là. Fait que, bref, on était capable de bien travailler ça. J'ai été chanceux. J'ai eu des bons groupes pour ça. Je vous dirais pas que je ferais ça avec n'importe quel groupe, pour être franc. Il y a des groupes qu'on sait que ça peut moins s'y prêter. Puis à l'UQAT, on est assez privilégié. Vous voyez que j'aime beaucoup mon institution, hein. On est privilégié parce qu'habituellement, vu qu'on a des petites cohortes, on les connaît. Donc, on connaît nos étudiants à partir de l'année 1. On sait que tel groupe, habituellement, ça va bien. Tel groupe, il y a peut-être plus de conflits. Tel groupe, il y a telle autre problématique. Fait que je proposerais pas d'emblée un coil dans un groupe où est-ce que je sais que ça pourrait être plus difficile. Hein, je vais choisir un groupe qui habituellement va être beaucoup plus adéquat. On va mettre ça comme ça parce que je manque de beaux mots. Je suis désolé. Je vous partage l'écran. J'ai presque fini. J'arrête de vous embêter après. Donc, défi d'un à clic. Hein, je vous en ai parlé un petit peu tout au long. La technologie, je le souligne, je le surligne, point d'exclamation. La technologie, c'est vraiment, vraiment, vraiment important que vous ayez un bon laptop. Je me rappelle à un moment donné, dans une situation il y a eu une situation où est-ce que ça allait vraiment pas bien. OK, mais vraiment pas bien dans ma classe. L'ordinateur voulait pas fonctionner, l'ordinateur de la classe, pas mon laptop. L'ordinateur de la classe voulait pas fonctionner, les caméras voulaient pas fonctionner, le son voulait pas fonctionner, il y avait rien qui voulait fonctionner. Bref, j'étais avec nos informaticiens, ils étaient en train d'arranger, j'étais en même temps avec la clique. Bref, mes étudiants ont été super compréhensifs, puis je leur ai dit à ce moment-là, parce que tu sais, des fois, quand il y a un petit accalmie, les gens se mettent à parler, je leur avais dit, je là en ce moment, je suis sous beaucoup de pression parce que je suis responsable de la classe, puis je suis responsable de ce contenu-là. Donc, j'aurais besoin, s'il vous plaît, que vous parliez vraiment pas fort, puis parce que faut que je sois capable de régler ça. Puis ma classe, tout de suite, elle a bien réagi, puis elle s'est tait, elle est restée plus silencieuse pour pouvoir m'aider justement à contribuer. Bon, finalement, on s'est arrangé, ça a bien été, mais c'est des moments qui peuvent être très stressants pour le professeur, puis de le nommer aux étudiants, moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a servi tout au long de ma session. Donc, de mes 2 années et pendant mon école d'été. Donc, défi d'un à clic, devoir s'adapter aux objectifs pédagogiques des deux cours, c'est un défi, donc ça demande de la créativité. Le décalage horaire peut être un défi. La barrière de la langue, même si on parle la même langue, on va pas avoir les mêmes expressions. Je sais pas si vous avez déjà voyagé en France, mais moi, la première fois que je suis allé en France, puis on m'a parlé de transat, je pensais qu'on me parlait d'avion, mais non, on me parlait de chaises pliantes, des chaises longues. Fait que, bref, même si on parle la même langue, ça veut pas dire qu'on comprend tous les mêmes termes ou on utilise les mêmes termes de la même manière. Avoir une bonne capacité d'adaptation pédagogique, hein, donc être capable de maîtriser sa matière, mais aussi de maîtriser comment on va transmettre notre information, être capable de comprendre la technologie, parce que ça va être un défi. Il y a un cours où est-ce que j'étais avec 2 laptops, plus mon iPad Zoom, puis mon écran Zoom. OK? Donc, j'avais plusieurs dispositifs devant moi juste pour être capable de faire fonctionner les examens. OK? Parce qu'il y a eu un autre embrouille technologique. Donc, bref, je me suis adapté comme ça. Ça nécessite beaucoup de créativité, puis d'être capable de réagir sur les différents enjeux qui peuvent être vécus chez les étudiants. Puis ça peut être des enjeux aussi qui vont être relationnels, interpersonnels. Donc, d'être capable de réagir sur ça. Désolé, ça ne va pas changer. Force opportunité d'un à clic. Donc, là, vous voyez, je vous ai parlé de défis, mais ça peut être aussi des opportunités et des forces, hein. Développement d'une résilience pédagogique et technologique. Je vous dirais que faire du synchrone à distance, ça fait pas peur maintenant. J'ai vu suffisamment de choses qui étaient difficiles que maintenant, je sais comment les régler parce que l'informaticien était souvent là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend de l'expérience. C'est difficile sur le coup, mais après, ben, on se relève grandi. Puis résilience pédagogique, parce que je vous ai dit qu'au fur et à mesure des rencontres, il fallait absolument se tourner sur un scène. Donc, on n'avait pas le choix de tout le temps jouer à comment qu'on se repositionne, comment qu'on se repositionne, tout ça. Autre opportunité de collaboration avec la mobilité réelle, entre autres l'école d'été, qui a été vraiment super. Ça a été une belle expérience où les étudiants ont beaucoup appris. Tu sais, on a parlé de composantes, de compétences interculturelles qu'on développait de manière à distance, en distanciel, mais quand on arrive dans le concret, il y a eu cette préparation-là interculturelle, puis qu'on arrive dans le concret, un autre monde, puis je vous dis qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, parce que c'est une chose d'intervenir puis de développer ces compétences-là à distance, mais de développer
in vivo puis in situ, c'est une autre chose parce qu'on était avec ces personnes-là, avec les Tahitiens, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on devait vivre et s'adapter d'un point de vue culturel. Puis, eux aussi, étant donné c'était les Québécois principalement qui enseignaient, ont dû s'adapter à notre façon de faire d'un point de vue pédagogique. Bref, on pourra s'en reparler à un autre moment. Dépassement de soi d'un côté pédagogique, développement du savoir-être, savoir-dire, du savoir-faire, qui, en travail social, sont des compétences qui sont essentielles. Puis, développement de compétences interculturelles, entre autres, tu sais, par rapport à la sensibilisation, par rapport à la réduction de stéréotypes, par rapport à des communications efficaces, comment poser des questions, avoir une curiosité qui est saine, hein, et non une curiosité qui est malsaine, avoir une ouverture d'esprit par rapport à la différence. Bref, il y a eu différentes choses qu'on a été capable d'expérimenter dans notre mobilité qui était à distance. Euh, Puis on a pu les approfondir quand on était en mobilité réelle. Donc ça, c'est à notre départ à l'aéroport. Donc quand on arrive en Polynésie, on se fait accueillir toujours avec un collier de fleurs. Quand on part, on repart avec un coquillage. Puis toute la classe est venue à l'aéroport pour nous accompagner, pour nous dire au revoir. Donc, c'était une des belles richesses justement de la Polynésie française. Puis, les étudiants, que ce soit la première cohorte, la deuxième cohorte, la cohorte qui est allée à Tahiti, ils ont tous eu ce même constat-là de la culture polynésienne est une culture qui est très accueillante, puis qu'il faut être capable de se positionner et de prendre le temps dans nos différentes relations. Fait que même aujourd'hui, en travail social, ça a un impact sur leurs interventions parce qu'ils ont compris que il y a différentes façons de rentrer en relation, puis il n'y a pas juste notre façon qui est nord-américaine, puis il y a d'autres façons où est-ce que on se doit de se positionner, de réfléchir, puis de prendre le temps de développer. Donc, j'arrêterai ça là. Je suis désolé, j'ai pris plus de temps que prévu, mais je voyais qu'il n'y avait pas de questions. Je me suis dit, je vais me gâter, puis personne ne m'a chicané. Fait que je suis désolé. Alors, merci beaucoup Maxime, merci à Bruno Philippe. Donc, on a encore quelques minutes là pour la période des questions. S'il y a quelqu'un qui a une question, vous pouvez lever la main. Dans le module questions-réponses, il y a Mounia qui vous remercie pour ce partage d'expérience. Mais sinon, s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, juste levez la main, puis on ouvrira votre micro. Oui, Marie-Ève. Encore moi. Merci encore. Est-ce qu'il y en aura d'autres, des ACLIC, Maxime? Est-ce qu'il y a des projets dans les cartons? Est-ce que... Puis comment, l'autre question aussi que j'avais, c'est comment on identifie des collaboratrices ou des collaborateurs? C'est Je le réponds monde aux premières t'appartient, questions. là? Ouais. Puis la deuxième question, c'est Bruno Philippe qui risque de répondre. La première réponse par rapport à est-ce qu'il va y avoir d'autres clics. Moi, je suis ouvert à faire d'autres clics. J'ai adoré mon expérience. Puis je pense que c'est bon, j'en ferai pas deux en même temps, hein, un à la fois parce que c'est prenant euh, en termes de temps, parce que cette préparation-là pré-cours apprend du temps. Fait que, oui, il y en aurait d'autres. Avec Aurélie, cette session-ci, on prenait une pause parce que ça fait comme 2 ans et demi qu'on fait des acclics ensemble. Donc, on prenait une pause cette session-ci, puis j'ai pris un mandat de direction, donc j'enseigne pas en ce moment. Je suis dégrévé pour ça. Donc, c'est donc plus dur à faire un acclic. Donc, mais je suis totalement ouvert. Puis, ça va dépendre de Bruno Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres mondes à me présenter ou pas, ou est-ce qu'on refait avec Aurélie? Fait que je te donne la deuxième question, Bruno Philippe. Tout à fait. Merci, Maxime. Ben oui, Marie-Ève, en fait, c'est que pour le moment, sont pas formalisés à nos ententes. C'est vraiment, on va, honnêtement, pour le dire en toute honnêteté, on y va un petit peu à la pêche à la fois localement, c'est-à-dire nos enseignants qui seraient susceptibles, on croit, de se porter à ce genre d'activité-là, mais aussi à la fois avec le partenariat international. Donc, c'est vraiment une activité, c'est-à-dire une prospection qu'on fait avec le Bureau international aussi, qui identifie des partenaires potentiels. Comme on est une petite université, souvent le partenaire qu'on vise, ça va être des petites universités aussi, partenaires, donc il y a des points en commun. Euh, donc, il y a cette première phase-là qui est du démarchage qui doit être fait de part et d'autre. Donc, c'est pas toujours évident. Et il y a aussi peut-être qu'on pourrait appeler nos professeurs des fois à dire, j'ai des partenariats de recherche. Est-ce que je pourrais transformer ce partenariat-là de recherche en partenariat pédagogique? Donc, ça, c'est l'autre voie qu'on pourrait explorer. Mais c'est sûr qu'il y a une espèce
de timing qui est très important puis qui n'est pas toujours présent. Donc, parfois, on fait du démarchage auprès de nos enseignants, mais ça ne coïncide pas avec les charges de cours de l'université partenaire et tout ça. Donc, il y a quand même un bon travail en arrière qui est important. Et nous, c'est sûr qu'on souhaiterait éventuellement que ça soit formalisé dans des approches programmes, dans des programmes directement. Donc, là, il y aurait peut-être à ce moment-là des ententes pédagogiques formelles qui seraient prises entre institutions, mais on n'est pas là pour le moment. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, je pense que la présentation était claire et bien détaillée. Mélanie, as-tu une question? Non, c'est juste pour féliciter nos deux conférenciers. C'est vraiment inspirant de vous entendre. Et merci. Merci à tous et toutes. C'est Bonjour Isabelle. c'est la déesse de la pédagogie qui s'est connectée. Je suis là depuis plus tôt que ça. Je suis désolée, j'ai fermé ma caméra parce que je mangeais. Je trouvais pas ça élégant, mais merci beaucoup Maxime et Bruno Philippe. Merci infiniment, c'était hyper intéressant, vraiment, là, je trouve que c'est très prometteur comme occasion de faire vivre des occasions d'apprentissage interculturel, mais de donner envie à une certaine ouverture ou à oser l'international pour les étudiants d'ici qui auraient peut-être moins accès à ça. Fait que c'est quand même vraiment intéressant. Peux-tu réagir là-dessus? Ben oui. Avant de partir à l'école, là, c'est plus la clique, c'est la mobilité étudiante. Mais dans cette mobilité étudiante, il y en avait beaucoup qui étaient jamais sortis de la Abitibi-Témiscamingue et une grande majorité n'était jamais sortis du Québec. Donc, ça a été une très belle expérience pour ces personnes-là. Puis, il y en avait beaucoup qui vivaient de l'anxiété, mais j'ai jamais vu un groupe créer de la solidarité aussi rapidement. Donc, ce contexte-là, où est-ce qu'ils ont été un an ensemble, parce que mon cours était préalable, la clique était préalable à cette mobilité internationale-là. Fait que le fait qu'ils aient dû collaborer durant toute cette année-là pour se rendre à la mobilité, je pense que ça a créé vraiment de, de belles relations, de belles choses durant cette mobilité-là, puis durant cette clique-là. Wow. C'est pas rien quand même. On a une personne dans le module QR qui dit bravo à vous deux, Stéphane Grenier. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Alors, je pense on peut conclure. Encore une fois, merci Maxime et Bruno pour ce précieux partage. Merci tout le monde pour pour votre participation et d'avoir pris le temps. C'est vraiment apprécié.